de suite à nouveau sans transition, puisque c'est un peu le principe du chemin de traverse qui a un caractère un peu sautier et capricieux. On va passer à l'univers du conte, du péplum au conte, avec Alice Brière-Haquet. Ça ne marche plus. Bon, c'est pas grave. Donc, Alice Brière-Haquet, vous avez été enseignante en lettres modernes, en histoire de l'art, et puis vous êtes aujourd'hui auteur jeunesse à plein temps, et vous avez produit à la fois des albums très graphiques, je pense à ce titre que j'avais vu passer, Aquarelle à pissenlit, et puis aussi, c'est ça surtout qui m'avait frappé quand j'avais regardé un petit peu vos livres de jeunesse, des livres qui, moi, m'ont paru tout de suite très inspirés par la culture populaire. Par exemple, il y a deux titres qui m'avaient frappé, La guerre d'étoiles ou Comment René l'araignée s'envola dans les étoiles, qui pour moi a tout de suite pointé évidemment vers Star Wars. Et puis, autre titre possible, Kaguya, princesse au clair de lune, dont cette fois-ci les illustrations, autant que l'histoire, font signe vers le manga, vers l'univers japonisant. Donc, tout un faisceau d'inspiration, il me semble assez intéressant. Et aujourd'hui, donc, il sera question avec vous de cette matrice originelle que sont les contes, d'autant plus inévitable, je pense, pour quelqu'un qui écrit pour la jeunesse aujourd'hui. Et puis, donc, en particulier, de l'un des plus anciens et des plus célèbres contes, Le Chat Botté. Muni de ses bottes, le maître chat arpente les sentiers littéraires et se fait colporteur de sa propre histoire. Allô, vous m'entendez? Ça marche? Super. Alors bonjour, merci pour la présentation et pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Alors je ne vais pas du tout vous parler de mon travail. Je parlerai de Perrault et que de pain. De Perrault et de ses collègues avant-après. Voilà. Donc, voilà, le chat Botté. Le Chat Botté, qui est donc, comme vous le disiez, c'est un des contes les plus anciens. Et c'est aussi un des contes les plus modernes. En effet, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Russ Bottigheim. Ah. En fait, c'est pas le... Ok. Ouais. Sinon, je peux mettre à côté de l'ordinateur et appuyer sur le bouton. La technique, c'est remarquable quand ça marche. Ouais. C'est bon? Voilà. Alors, Russ Bottigheim, qui fait la différence, en fait, entre le conte de fées moderne, ce qu'elle appelle le conte de fées moderne, et ses cousins un petit peu plus âgés. Alors, elle différencie 4 catégories. Donc, les folk tales, qui sont des contes mettant en scène des gens du peuple qui vont connaître une amélioration provisoire de leur statut et qui vont à la fin revenir à l'état initial, c'est typiquement les 3 souhaits. Les fairyland fiction, qui mettent en scène 2 mondes parallèles, l'un humain, l'autre féerique. Un humain va dans le féerique et ça finit toujours mal pour lui. Les restoration fairy tales, où un personnage royal perd son statut, là c'est les contes, vraiment les contes russes. Il perd son statut, puis il le retrouve après une série d'épreuves et avec l'aide d'un animal, enfin pas d'un animal, d'un personnage magique, excusez-moi. Donc c'est Podane ou la Belle au bois dormant. Et enfin, les Rice Fairy Tales, qui mettent en scène un protagoniste pauvre, qui lui aussi va surmonter des épreuves et accéder au statut royal grâce, là aussi, à un mariage orchestré par un personnage magique. Donc vous voyez, on est entre le Restoration Fairy Tale et le Rice Fairy Tale, on est très très proches, mais en fait, pas du tout. Dans l'essence, c'est quand même très très différent. Alors que le Restoration Fairy Tale est dans l'idée de la logique féodale, en fait, de restaurer une lignée, avec le conte d'ascension, ce qu'on a traduit par conte d'ascension, on est dans l'idée d'une ascension individuelle, on n'est plus dans la lignée familiale. Et donc dans l'idée très moderne du bonheur individuel. Voilà. Pour faire un raccourci. Bottigheim situe l'invention de ce schéma narratif révolutionnaire, donc du jeune miséreux qui va accéder au trône, avec Straparola à Venise en 1550, quand il
publie l'histoire d'un jeune miséreux, d'un mendiant, qui, grâce à son chat magique, donc, va épouser une princesse. Il s'agit de Costantino Fortunato. L'histoire va connaître un grand succès, Perrault va la reprendre. Elle reste un des contes les plus célèbres aujourd'hui. Et alors nous aimerions, pour cette communication, repartir un peu de ce mythe des origines, hein, qui est contesté, hein, mais on va le situer donc en 1550, et suivre les déambulations de ce chat jusqu'à aujourd'hui. Alors, le chemin va être guidé essentiellement par des panneaux historiques, mais nous essayerons de faire très attention aux nids de poules idéologiques, qui sont, à mon sens, la partie la plus intéressante de ce parcours. Donc, partons donc du conte d'Ascension. Je pense que j'ai la définition. Voilà. Un conte d'Ascension, je vous le traduis, qui serait donc le modèle du conte de fées moderne, débute avec une fille ou un garçon dans une grande pauvreté, qui souffre des effets de la misère et qui est mise face à des expériences, des tâches, des épreuves, jusqu'à ce qu'un élément magique lui offre un mariage royal et une ascension heureuse vers une grande richesse. Donc voilà, ça c'est le schéma du conte de fées moderne. Donc on voit que le chat botté correspond à ce schéma. On a un fils de meunier, hein, qui va passer du statut de mendiant à celui d'époux d'une princesse. Il en est même une sorte d'épure, en fait il est une allégorie. Et voilà, en fait, c'est une allégorie, en fait c'est un peu mon scoop. Alors en fait, le chat botté, quand il est publié en 1550 donc, par Straparola, Straparola reprend le schéma du best-seller d'alors, qui est le Décaméron de Boccace. On a un récit cadre avec une communauté galante qui raconte des histoires pour passer le temps. Voilà, elles sont sur l'île de Morano. Et donc, la jeune fille qui introduit le conte de Costantino Fortunato, la jeune fille qui donc va nous donner le chat botté, l'introduit dans ces termes. Voilà. Souvent, mes aimables compagnes, on voit un homme très riche tomber dans une grande pauvreté, et celui qui est dans une extrême misère monter à un état élevé. C'est ce qui arriva à un pauvré qui, de mendiant, devint à l'état de roi. Alors là, vous dites, mendiant, roi, Fortunato, allégorie, image de la roue de fortune. Voilà. Alors l'image de la roue de fortune, qui à mon sens, enfin c'est pas à mon sens, hein, c'est très transparent en fait dans la version italienne, l'image de la roue de fortune justifie l'apparition du conte et va se retrouver en fait dans les histoires que nous allons suivre après. Donc l'allégorie de la roue de fortune est une allégorie optique extrêmement répandue, très très populaire dans l'Antiquité et à la Renaissance. On la trouve notamment dans les églises, ici la cathédrale de Sienne. Elle est un avertissement aux puissants, une manière pour le pouvoir régulier de rappeler la fragilité du pouvoir séculier. Straparola, lui, donc l'idée c'est attention roi, vous pouvez tomber. Straparola s'intéresse à l'autre côté de la roue avec l'idée d'un mendiant qui s'élève. Et le conte de Straparola se termine en ces termes. Là, je crois pas que j'ai. Non, je sais pas. Donc écoutez. Et c'est en italien, ça va être joli. E a questo modo Costantino di povero e mendico, signore e re, rimase con la sua Elisetta, gran tempo visse, lasciando di lei figlioli successori nel regno. Ce qui signifie, et c'est ainsi que Costantino, le pauvré et mendiant, devint seigneur et roi, et il vécut longtemps avec son Elisetta, dont il eut plusieurs enfants qui régnèrent après lui. On a la formule texto, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Voilà, donc ce tour de roue fonde le mouvement du genre naissant avec son happy end. Alors, une révolution, un tour de roue, oui et non. Alors, en réalité, la Straparola utilise un schéma qui est déjà répandu à l'époque. En effet, l'opération, cette espèce de révolution, n'est pas isolée. Et la roue de fortune a elle-même connu divers revirements politiques. Des mains des religieux, l'allégorie passe à la Renaissance à celle des seigneurs.
Alors, dans son ouvrage Fortuna, usage politique d'une allégorie morale à la Renaissance, Florence Butet-Jutier rappelle l'omniprésence de la divinité romaine dans le discours moral et politique du Moyen-Âge et de la Renaissance, en France comme en Italie. Alors, elle montre, je cite, comment Fortune est érigée en déesse de la souveraineté politique. Une image qui permet de légitimer un pouvoir non dynastique, mais reposant sur la capacité à saisir la bonne fortune. Alors, Butet-Jutier parle de captation symbolique du sacré par l'autorité civile, et elle explique aussi comment le bon gouverneur doit être celui qui, je cite, transmet à la communauté un pouvoir magique, sa bonne fortune. Donc la roue finalement se fige dans la pose de réussite particulière, et Straparola reprend cette interprétation. Il récupère donc un discours moral et politique ambiant, mais dans une version dégradée. La providence divine prend ici la forme d'un chat. Le souverain est berné, et c'est un jeune galeux qui accède au trône. En réalité, le conte du Chaboté est une satire. C'est ce caractère satirique que reprend Perrault, donc au siècle d'après. Perrault, très souvent mal lu, et en réalité, il opère, disons, dans son travail, un véritable travail de sape de l'autorité royale. Dès son premier conte, son tout premier conte, c'est Griselidis, qu'il publie en 1691, et qui raconte en fait l'histoire de cette pauvre femme qui est persécutée, martyrisée par son mari, le roi. Et voilà, c'est vraiment le roi a une position d'antagoniste clairement identifiée. On va retrouver ces interrogations, voire ces dénonciations du pouvoir chez Podane, évidemment, aussi dans La Belle au bois dormant, où le drame repose sur une question de protocole, et après La Belle au bois dormant est persécutée par sa belle-mère ogresse. Même dans Le Petit Poucet, hein, rappelons-nous que les 7 petites ogresses sont toutes couronnées. Donc les contes de Perrault sont truffés comme ça de petites piques à l'encontre de la royauté. Et donc jusqu'à l'histoire de ce chat qui opère un vrai coup d'État. Perrault reprend la trame de Straparola, mais il l'enracine dans la terre et l'enracine dans son époque. La huche et le tour deviennent un moulin et l'âne, et là on retrouve aussi entre le tour du moulin ou l'âne, c'est des signes, comment dire, font partie du vocabulaire, de la syntaxe de l'allégorie de la roue de fortune. C'est un animal récurrent. Il l'enracine aussi dans la question de l'héritage. C'est un... Attendez. Donc il en fait une histoire d'accession à la propriété, et en évoquant la question de l'héritage à 3 reprises à l'introduction, voilà, où on nous parle même du procureur et du notaire, avec un petit trait satirique à nouveau, pendant la promenade en carrosse, où le roi s'étonne du bel héritage, et à la fin, où on nous parle d'un riche héritage venant à nous de père en fils, voilà. L'industrie et le savoir-faire, voilà, c'est le meilleur héritage pour réussir dans la vie. On a aussi plusieurs... voilà. Excusez-moi, je voulais pas lire, mais du coup je me perds tout le temps. C'est pas... Alors, voilà, donc l'héritage, le pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Donc on a le moulin, on a le blé, on a vraiment une vision très terrienne, beaucoup plus que chez Straparola ou chez Basile, l'autre italien qui a aussi écrit le conte. Le château, chez Perrault, a une place à part. Ceux de Straparola ou Basile restaient dans l'ordre du vraisemblable. Alors pour le premier, c'est assez drôle. En fait, il épouse, donc Constantino Fortunato épouse sa princesse, et après il doit la ramener chez lui. Voilà. Et donc il est un peu embêté parce qu'il n'a pas de chez lui, c'est un mendiant. Mais le chat, voilà, règle l'histoire. Et quand il arrive, le château, justement, le château appartenait à un vieux soldat qui justement vient de partir et de mourir et qui n'a pas d'héritier. Donc ça tombe bien, il récupère le château. Coup de chance, qui en italien se dit colpo di fortuna.
Et chez Basile, c'est encore pire, enfin c'est pire ou pas, mais disons qu'il épouse la princesse et avec sa dot, il achète des terres et il devient baron. Et voilà. Bon, avec Perrault, vous connaissez, le château précède le mariage et en outre fait basculer vraiment le conte dans le merveilleux, celui de l'ordre et de ses métamorphoses. Le château devient le lieu du pouvoir inversé, le lion se fait souris, l'ogre est dévoré, tandis que le royaume passe aux mains d'un jeune mendiant. Alors, la passation de pouvoir, la voici. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en est toi folle, et voyant les grands biens qu'il possédoit, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Donc Jean-Michel Adam note qu'avec l'incise, après avoir bu 5 ou 6 coups, le monarque prend, ici c'est une citation, le monarque prend une décision avinée, aussi peu raisonnée que raisonnable, qui entérine la ruse et transforme cette histoire en conte de la noblesse usurpée. Le château sous la plume de Perrault est un espace ambigu qui cache quelques squelettes dans ses placards, voire dans son assiette, parce que justement quand ils arrivent, il y a un repas qui avait été prévu pour l'ogre et pour ses amis, et donc tout le monde mange ce repas de l'ogre un peu douteux. Donc voilà, ce roi, qui est donc craint des ogres, bafoué par un chat, qui se repaît d'un repas douteux et trop arrosé, offre une figure royale assez problématique. La morale est qualifiée par Jean-Michel Adam de subversive, en ce qu'elle reprend un personnage type du burlesque en faisant du larron virtuose un chat. La fonction critique du burlesque, qui passe par les motifs de l'imposture, de la mystification généralisée et des travestissements, est ici récupérée et déplacée dans le conte merveilleux. Donc, on a vraiment un conte éminemment politique. Et ce sera aussi son parcours en Angleterre, quoique très différent, mais c'est un conte qui est chargé politiquement, ce qui explique peut-être le fait qu'il soit finalement très peu réécrit pour les enfants. Christiane Conan-Pantano le souligne. Non. Elle le souligne, mais je n'ai pas pris la citation. Donc, les deux contes décrivent... Alors, elle compare en fait avec le Petit Poucet. Elle compare le Petit Poucet et le Chat botté. Les deux contes décrivent la victoire du faible sur le fort grâce à la ruse, à travers des péripéties comiques, pathétiques et ou dramatiques. Toutefois, les enjeux sociaux du Chat botté sont sans doute plus complexes et moins à la portée de l'enfance. Aussi est-il moins réécrit que le Petit Poucet. Et en effet, là, je vais vous proposer de voir 2 réécritures, mais ce sont des réécritures pour adultes, sachant qu'il y en a, j'en ai rencontré, enfin, quand je parle de réécriture, ce sont des réécritures reconfigurées dans un contexte urbain et industriel. Donc voilà, c'est quand même assez centré. Et en enfant, pour la jeunesse, j'en ai trouvé qu'une, et c'est un conte croisé avec le roman noir. Mais voilà, je vais me consacrer à ces 2 réécritures pour adultes. La première, donc, de Daniel Picouli, qui s'appelle Le Chat botté, et la seconde d'Alexis Broca, Le Chat 2.0, qui sont parus toutes 2 dans des recueils collectifs, donc pas individuellement, l'une en 2002 et l'autre en 2015. Toutes 2 reprennent la question du pouvoir, interrogent la question du pouvoir, mais prennent un chemin de traverse très très intéressant, il me semble, puisqu'elles situent le pouvoir dans l'espace numérique. Les 2 auteurs, en effet, jouent sur l'homographie du français chat, le félin, et l'anglicisme chat, le clavardage des Québécois. Donc l'anglicisme est entré dans le langage courant quand se sont répandues les pratiques de messagerie électronique. Et marque un déplacement donc, du centre du pouvoir. Le centre des décisions n'est plus lié aux réalités de la Terre, comme elle était chez Perrault, mais bien ni au Chamblay évidemment, encore moins, et encore moins en rente annuelle, mais dans la doublure du monde virtuel. La roue de fortune du XXIe siècle s'écrira en mode binaire. Donc, le meunier de Daniel Picouli est un prince du net, c'est une citation. Seigneur du web, c'est une citation aussi. Les ailes de son moulin tournent sur la city. Mais c'est le vent lui-même qu'il faut à présent moudre, si bien que la bulle peut à tout moment exploser. C'est ce qui se passe. Le meunier meurt, il lègue à ses fils, à son 3e fils, son ultime invention, c'est le chat. Ignorant ce que c'est,
Picouli nous l'explique, ce chat sans poils, sans moustache, sans bonbons, qui vit à plein écran comme sur un édredon, qui avait le goût singulier et suivi de converser avec d'étranges souris. Le chat est mot d'Albion, traduit de conversation, une sorte de moderne agora, grande fabrique à blabla, où par écran interposé, sans même y être convié, se rencontrent sur le net commères, chalands et grands-compères. Alors là, on voit comment Picouli s'amuse du décalage entre la modernité de son sujet et une description volontairement datée. Hein, on a le latinisme Albion pour Grande-Bretagne, l'usage d'archaïsmes comme commère ou compère, les rimes, qui est un peu artificielle, et l'agora grecque. Voilà. Mais en même temps, elle permet de rassembler les deux réalités. Parce que, en effet, Internet est bel et bien aujourd'hui l'agora moderne, c'est-à-dire, selon la définition du CNRTL, la place principale de la cité, le centre politique, économique et religieux. Donc son équivalent romain, hein, le forum, a d'ailleurs intégré la terminologie informatique. Forum, aujourd'hui, c'est un espace d'échange sur Internet. Internet est un espace de rencontre et, je cite, le minou entreprenant eut vite empli son sac de 1000 patronymes, adresses et bons contacts. Alors, dans ce monde virtuel où le vent se vend, la nouvelle ruée vers l'or sera celle des données personnelles. Et alors là, on peut souligner que Picouli, qui a écrit cela en 2002, est assez visionnaire. Parce qu'en 2002, Google n'est encore qu'un moteur de recherche parmi d'autres et Facebook n'existe pas. Mais Picouli sent bien tout de suite donc, que cette recherche des données personnelles peuvent être manipulées, offrant un nouveau pouvoir à celui qui les maîtrise. Le chat, dans un premier temps, construit le personnage de Karaba grâce à un buzz. Et ensuite, il va voir l'ogre, qui est justement un maître dans la manipulation de l'information. C'est son nouveau don de métamorphose. Alors, je vais citer la description de l'ogre. L'ogre était, retenez le paradoxe, un dieu de l'image, dont personne n'avait croisé l'image. C'est un peu de la triche au niveau de la règle, c'est pas grave. Il pouvait par caprice, à sa guise, défaire réputation, fortune et grand ministère. Un don qui, plus spécifiquement, se concentre sur la manipulation des informations, et quand le chat va voir l'ogre, il lui dit « Ogre, on dit que de considérables nouvelles, vous pouvez réduire à simple bagatelle, et que de bien vulgaires chiens écrasés, vous faites lions d'Atlas et éléphants dorés. » Donc voilà, c'est le don de l'information qui va aussi faire du géant un géant au pied d'argile, puisque le chat va lui demander de faire la réputation de son maître et de défaire la sienne avant de le mettre dehors. Et voilà notre ogre dépouillé et le faux marquis de Karaba installé. Le jeune homme épouse la fille du roi des roués, hein, avec une paronomase assez intéressante, et là aussi franchement irrévérencieuse, une sorte de mafieux, voilà, une autorité royale moderne. La figure du pouvoir est tout à fait dans la suite de celle de Perrault ou de Straparola. La figure du pouvoir est encore plus sombre dans la nouvelle d'Alexis Broca, Le chat 2.0. L'histoire est la suivante. Alors, le jeune garçon est le fils, le troisième fils encore, on ne change pas les formules qui marquent, donc troisième fils d'un grand entrepreneur. Mais alors lui, il refuse absolument de suivre l'exemple paternel. Il entend devenir, je cite, une sorte de Diogène moderne. Il a une vue très nette du genre de vie qu'il souhaite tenir dans le chat de la vie qu'il souhaite. Je cite. « À 12 ans, j'avais déjà une idée très claire de la vie que je désirais. Celle que je vivais aujourd'hui, paisible, peu laborieuse, à fumer, rêver et en profiter parmi des gens partageant ses ambitions et celle de participer le moins possible au saccage de notre jolie planète. » Donc la nouvelle se présente comme une fable sur le déterminisme familial. Comme chez Picouli, la démonstration s'alimente de l'Antiquité, et on a une référence à Antigone au début, qui sonne comme un oracle, je cite, « À 25 ans, on se prend encore pour Antigone, on s'imagine faire de sa vie ce qu'on veut, et puis la vie nous rattrape. » Mais comme chez Picouli, la tragédie familiale s'actualise dans la révolution d'Internet. Donc le père Jean Meunier lègue à son aîné l'entreprise Moulinux, au second les fonds Asinus et Cous, et à son troisième, une clé USB avec une tête de chat. Il s'agit en réalité d'un puissant virus qui, à son insu, manipule sur la toile son image pour faire du jeune garçon un riche trader, adepte des soirées people, et qui alimente les comptes des politiciens véreux. Donc voilà, tout ça dans une clé USB. L'opération n'apparaît pas du tout comme bienveillante, au contraire.
elle est clairement menaçante. Alors le logiciel dit aux jeunes garçons, tu n'es pas de taille à résister au destin que nous t'avons fabriqué. La figure de père, à plusieurs reprises, perçue comme un démon qui de l'enfer tire les ficelles de la vie de son fils pour assouvir sa jubilation, c'est une citation, à piétiner les aspirations des autres. L'espace virtuel apparaît ici comme un monde d'ombre électronique dont les gens comme son père donc, ont doublé le monde-ci. La merveille réalisée par la technologie est devenue diablerie. L'autre figure d'autorité, celle de l'ogre, apparaît encore plus inquiétante et se télescope avec celle du héros. Alors, l'ogre est décrit en ces termes. Il s'agit d'un mafieux quinquagénaire appelé l'ogre, ou Don Sacabra, à cause de son habitude de tronçonner les jambes et la tête de ses ennemis, mais pas les bras. Ce qui lui permettait, après des traitements et ablations subsidiaires, d'en faire des sacs à dos qu'il portait parfois dans les galas de son milieu. Donc, ce nouvel ogre, mélange de pervers et de parrain, monstre personnifié, ne résiste pas quand même à la maîtrise technologique du chat, ou du chat. Il vit dans un bunker avec des mitraillettes, tout est... Voilà. Mais il suffit d'avoir accès à Internet pour tout couper, donc c'est bon. Il a son palais, ça y est. Le logiciel donc retourne les armes contre le propriétaire des lieux et fait place nette pour le jeune homme, car le Diogène a fléchi. C'est en prison que la bascule se fait. Fatigué, nu, il reçoit la visite du ministre de l'Intérieur, le futur président de la République, et tombe amoureux de sa fille qu'il décrit comme une princesse hippie et républicaine. Le jeune protagoniste cède à la vie facile qu'on lui offre et devient bel et bien le trader grâce à un logiciel que lui installe le chat. Mais le happy end est ici clairement une défaite, comme en témoigne vraiment le ton amer, je cite. Il y avait des noms d'entreprises qui défilaient, de boutons, acheter et vendre. Et quel que soit celui sur lequel je cliquais, on m'apprenait que j'avais gagné X 1000 € et voué X 100 employés au chômage. Ce devait être ça, le paradis où s'achevaient les contes modernes. Un renversement générique intéressant s'est opéré ici. Le jeune protagoniste voulait à sa manière échapper à son destin, tourner la roue de fortune. Il refusait le poste de roi du monde que lui offrait son père. Mais l'histoire se mue malgré lui en un conte de restauration. Le destin redevient celui d'une lignée et non d'un individu. Alexis Broca fait faire un tour complet à la roue de fortune et la figure du pouvoir en sort encore plus abîmée. Je conclus. Alors, le concept d'ascension sociale était purement allégorique chez Straparola, qui vit dans une Venise où le mariage entre classes est strictement interdit. Le motif se détache et trace sa route tout seul. Elle trouve dans la Versailles de Perrault un écho tout particulier, celui d'une actualité, d'un phénomène de société, on peut dire, avec la montée d'une classe laborieuse aisée. Des charges s'achètent, des dots se vendent, les deux classes sociales deviennent peureuses, l'argent et les valeurs bourgeoises entrent dans les sphères du pouvoir. Le conte d'Ascension devient qui répond donc à cette nouvelle problématique, devient la matrice du conte de fées moderne, et en ce qui répond à une préoccupation nouvelle et profonde, la naissance de l'individu, qui réclame la nécessité d'un mythe humaniste, d'un mythe à taille d'homme. Celui qui va donner plus tard le mythe, peut-être un peu caricatural, mais encore très très vivant aujourd'hui, du rêve américain. Au XXIe siècle, avec la révolution numérique, l'économie mondiale voit naître de nouveaux rois. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Chacun réactualise ce mythe. Mais le chat botté fait grincer la roue. L'espace du pouvoir qu'il présente est un monde inquiétant, peuplé d'ogres terrifiants et de rois crédules, un monde fait de flatterie et de tromperie, un monde aussi où l'on n'avance qu'accompagné d'un compagnon magique. La roue de fortune qui a fondé les temps modernes peut aussi se révéler engrenage. Et je vous remercie. Des questions maintenant ? On peut prendre le temps de 2 ou 3 questions quand même, on va essayer de ne pas accumuler le retard, mais on va prendre le temps. Juste, vous avez parlé d'une réinterprétation jeunesse avec
Le roman noir, non, je sais plus. Oui, ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Je ne sais pas si on a un peu de temps pour ça. Alors oui. Alors c'est mon comble, Gérard Moncomble, qui a écrit, c'est Gallo, Romain Gallo contre Charles Perrault. Et c'est très intéressant parce que ça reprend, alors, on en parlait ce matin, hein, tout le feutre mou, le private un peu loser, voilà, mais intègre. Il y a des femmes fatales, il y a tout. Ça s'adresse à partir de 10 ans. Et donc chaque enquête, on va dire, revisite un conte. Et on va se rendre compte, voilà, La Belle au bois dormant, non, Cendrillon par exemple, c'est une agence matrimoniale véreuse. Le chat beauté, c'est une secte. Voilà, ils prennent c'est une secte du chat où ils vont aller récupérer un empire industriel, voilà, à cause d'une femme. Enfin bref. À chaque fois, voilà, ça reprend les codes d'un imaginaire très urbain et ça relie les contes en fait. Et l'idée de ce recueil, et en même temps ça fait une histoire du début jusqu'à la fin, tu vois, tout se suit. Et l'idée c'est que Charles Perrault, en fait, c'est le policier, et il est trop naïf et il écrit juste ce que lui ont dit les personnages d'écrire, et du coup il a une vision complètement à côté de la plaque, et Romain Gallo qui enquête remet les choses dans le bon ordre, quoi. Le loup qui est une victime, en fait, le bûcheron il n'était pas clair, il y avait une assurance vie derrière, enfin voilà. C'est ce genre de truc, c'est excellent, c'est très très bien. Là, 20 minutes, c'était vraiment court, et là, déjà, 4, c'était compliqué, mais au début, je voulais vraiment parler. Et comme il est un peu à part, vraiment, parce qu'on n'est pas dans l'espace numérique, on est vraiment dans l'espace de la ville, mais allez le lire, c'est un bel exercice de style réussi, avec une vraie création au final. Voilà. C'est mon comble.